On retrouve tout de suite l'invité de la semaine de Radio CHU. Dans le cadre de l'émission L'invité de la semaine sur Radio CHU, je reçois le professeur Philippe Morla, qui exerce au CHU Saint-André en médecine interne et en maladies infectieuses et qui est aussi le président de la CME du CHU depuis 2015. Bonjour professeur. Bonjour madame. Professeur, vous présidez la CME, c'est-à-dire la commission médicale d'établissement. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est la CME ? Absolument. Donc la CME est une assemblée qui regroupe des représentants de toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, d'odontologie, c'est-à-dire des dentistes, également des sages-femmes, donc de toutes les spécialités, également de tous les grades, si je puis dire, puisqu'on accueille aussi bien des étudiants, des internes que des praticiens plus avancés, allant jusqu'au chef de service et chef de pôle hospitalier. Donc c'est une assemblée très représentative des différents aspects médicaux qu'on peut retrouver dans un hôpital comme le nôtre. Il y a des CME dans tous les hôpitaux de France. Leur taille est bien entendu proportionnelle à la taille de l'hôpital dans lequel ils se situent, mais c'est une instance réglementaire qui se doit d'exister dans tout hôpital. Est-ce que c'est simplement une commission consultative ? Non. Ce fut autrefois une commission consultative, d'ailleurs son ancienne terminologie c'était la commission consultative médicale, ça s'appelait de cette façon, CCM. La commission médicale d'établissement a véritablement un rôle dans la politique médicale du CHU. Elle a des pouvoirs tout à fait clairs en termes de nomination de praticiens, en termes d'acceptation de projets de services ou projets de pôle, en termes d'équipement ou de matériel innovant à acquérir, en termes d'organisation des gardes et astreintes, ceci se faisant sous l'autorité du chef de l'établissement qui est le directeur général. Je rajoute que cette instance donc, élit en son sein un président, donc je suis actuellement, et le président de la CME est finalement, on va dire, le conseiller médical immédiat du directeur général. Et la gouvernance du CHU, telle qu'elle est établie par la loi, effectivement, indique que ce binôme, directeur général et président de CME, conduit la politique médicale de l'établissement. Donc il faut avoir de bonnes relations avec le directeur général ? Oui. Si on veut que l'hôpital avance dans le bon sens, il est nécessaire effectivement d'avoir cette bonne entente, je dirais surtout cette bonne écoute mutuelle, parce qu'effectivement on a une formation différente, on peut avoir des objectifs au départ qui sont éventuellement un peu différents, mais il faut effectivement se retrouver sur l'essentiel. Une mauvaise entente ne pourrait conduire hélas qu'à une mauvaise gestion et à ce moment-là à faire reculer plutôt les pratiques de l'hôpital. Donc effectivement, c'est important, oui. Est-ce que votre engagement et la prise de responsabilité sont pour vous une démarche humaine, basée sur la reconnaissance et la confiance ? Alors je dirais que mon engagement, il est assez clair dans ma tête. J'étais, disons, dans les années 2010, un peu déçu, un peu peiné, je dirais même, de voir quand même des difficultés d'exercice au sein de l'hôpital, des difficultés d'ordre économique qui pouvaient parfois paraître comme antagonistes par rapport à la pratique des soins. Et je voyais autour de moi un certain nombre de collègues, et en particulier de jeunes collègues, c'est-à-dire les internes, se détourner un petit peu de l'hôpital public compte tenu de difficultés d'exercice. Peiné, je dirais même, de voir quand même des difficultés d'exercice, qu'à faire ceci, qu'à faire cela, sans véritablement s'engager. Je me suis dit, tant qu'à faire, essayer effectivement, compte tenu de mon antériorité dans le CHU, où je travaille depuis 1981, où j'ai commencé mon internat à ce moment-là au CHU de Bordeaux, essayer de l'intérieur, si je puis dire, avec l'aide de mes collègues, avec l'aide de la CME, avec l'aide du bureau de la CME et tous les collègues sur les sites, en entente avec la direction, de tenter de modifier un certain nombre de choses pour que, au total, les praticiens s'y sentent mieux,
parce que j'imagine que quand on se sent mieux, on travaille mieux et que finalement tout ça est au bénéfice du patient. Si on a un corps professionnel hospitalier, je dirais, confiant et à l'aise dans ses fonctions, je pense qu'il y a un bénéfice réel aussi pour les patients qu'on prend en charge. Donc ma démarche est partie effectivement de l'humain, mais au départ, paradoxalement, un peu plutôt de l'humain professionnel. Voilà. Mais pour se terminer sur l'humain patient, puisqu'encore une fois, je pense que si on travaille dans un environnement qui nous satisfait, dans lequel on peut se projeter avec optimisme, finalement on soigne mieux les gens. Donc je constate que votre motivation, pour le service public, elle est très forte alors. Oui, ma motivation est très forte pour le service public. Je n'ai jamais imaginé exercer dans un autre cadre. Quand j'ai fait mes études, c'était pour travailler à l'hôpital, oui. Est-ce que c'est une grande responsabilité d'être le bâtisseur de l'hôpital de l'avenir ? Alors je ne suis pas le seul, évidemment, si. Mais j'y contribue. Oui, c'est une responsabilité, bien sûr, parce qu'effectivement, l'hôpital de Bordeaux est un hôpital très important. Il y a environ 1 million de passages chaque année à l'hôpital. Alors c'est parfois les mêmes personnes qui ont des séjours répétitifs, mais donc c'est des centaines de milliers de personnes quand même différentes qui viennent se faire soigner à l'hôpital, soit en consultation, soit en hospitalisation. C'est un hôpital qui a un nombre d'employés très important, 14 000 employés, c'est le plus gros employeur de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, tous les aménagements qu'on peut faire sont des aménagements d'envergure, le plus souvent. Et quand on construit, effectivement, on en reparlera, l'hôpital de demain, on a une responsabilité vis-à-vis des gens qui y travaillent, vis-à-vis des patients qu'on aura à soigner, et vis-à-vis finalement de l'ensemble de la population de la région. Donc effectivement, je considère ça comme une grande responsabilité. Oui. Êtes-vous musicien ? Non. J'ai tenté, j'ai fait pas mal de solfège quand j'étais petit, mais à l'époque, avant de faire un instrument de musique, il fallait passer par le solfège sans instrument, ce qui était assez frustrant. Je crois qu'on est revenu sur cette pratique. Donc j'aime bien la musique, mais je n'exerce pas, je ne joue pas d'instrument. J'en ai un petit peu joué, mais pas avec de grands talents quand j'étais enfant. Cependant, professeur, on dit que vous êtes un homme orchestre, l'homme orchestre du CHU, que vous jouez de plusieurs instruments simultanément, que vous avez des missions d'intérêt général au sein de l'hôpital, voire aussi régionales et nationales. Mais quelles sont ces missions ? Alors effectivement, vous faites allusion effectivement à un éditorial que j'avais écrit dans la revue interne au CHU qui s'appelle la revue Passerelle, dans lequel effectivement je mettais en avant le rôle qu'un praticien en CHU, pas spécialement moi, mais qu'un praticien doit jouer. Le grand public ne s'en rend pas toujours bien compte, ne fait pas que des activités cliniques de soins, il a également des activités d'enseignement, puisqu'on est un centre hospitalier universitaire, lié par convention avec une faculté de médecine. Il fait des activités de recherche pour faire progresser sa discipline. Il a également des activités d'expertise. On peut lui demander d'avoir à analyser des projets de recherche, des articles de journaux pour des revues scientifiques, des projets de thèse de médecine, etc. Voilà, donc à partir du moment où chaque praticien a déjà de multiples talents, chaque musicien est en lui-même un homme orchestre. Chaque praticien, est en lui-même un homme orchestre. Et étant responsable, moi, de l'ensemble des praticiens du CHU, je me trouve à jouer le chef d'orchestre de musiciens qui sont eux-mêmes chacun des hommes orchestres, d'où la complexité de la tâche. On doit faire du solfège, bien sûr, mais est-ce qu'on est obligé de pratiquer d'un instrument pour être chef d'orchestre ? Non, pas forcément, vous avez tout à fait raison. Et ben voilà. Radio CHU, c'est ta radio. Vous êtes sur Radio CHU, je reçois dans l'émission L'invité de la semaine le professeur Philippe Morla qui exerce au CHU Saint-André en médecine interne et en maladies infectieuses et qui est aussi président de la CME et professeur. Vous êtes là pour nous parler de la CME aujourd'hui. Mais simplement avant, je voudrais vous demander qu'évoque pour vous le concerto pour violon de Tchaïkovski ? Alors effectivement, ce concerto, je l'avais cité donc dans un éditorial que j'ai évoqué plus tôt dans l'émission. C'est un film, effectivement, le concerto de Tchaïkovski est la base musicale d'un film qui s'appelle Le Concert et qui date d'il y a quelques années, dont l'actrice principale était Mélanie Laurent dans le rôle de la soliste, qui est l'histoire d'anciens musiciens du Bolchoï,
qui avaient été en quelque sorte licenciés pour des raisons essentiellement politiques de leur orchestre, et qui se retrouvent finalement et se reconstituent lors d'une prestation qu'ils viennent faire à Paris, alors même que les personnes qui les reçoivent de l'Opéra de Paris ne savent pas que c'est un orchestre, je dirais, tout à fait amateur qui se reconstitue au dernier moment. Et c'est un film qui était très bien construit, qui est assez drôle. Et j'avais l'image de cet orchestre constitué d'un certain nombre d'individualités, je dirais, variées, qui avaient des difficultés d'organisation, qui avaient des difficultés matérielles, parce que beaucoup d'entre eux étaient finalement assez démunis, et qui arrivent, in fine, malgré les difficultés, à faire une prestation extraordinaire qu'on peut percevoir à la fin du film. Et je faisais effectivement, comment dirais-je, une comparaison entre l'orchestre que peut représenter l'ensemble des praticiens, avec chacun leur individualité et leur, je dirais, originalité, les difficultés économiques que l'on peut connaître, qui également ont été ressenties par cet orchestre, en espérant que finalement, au total, on puisse, malgré, on va dire, cette complexité, atteindre à une belle harmonie dans l'exercice, on va dire, de nos fonctions. Voilà, c'était un petit peu ça le parallèle. Chaque président de CME a ses projets. Quels sont les projets que vous menez ? Alors, mon mandat a été bâti sur, je dirais, la thématique qui était de remettre effectivement le patient au cœur des préoccupations de tous les jours. Cette préoccupation, elle est malgré tout partagée par tout le monde. Tous les corps de métier qui travaillent à l'hôpital, bien sûr, s'intéressent aux patients. Mais c'est vrai que les difficultés de gestion, les difficultés économiques que connaît le système de santé en France, amène parfois à s'interroger, on va dire, sur la finalité d'un certain nombre d'actions. Donc je pense que nous avons réussi, avec une oreille favorable du directeur général actuel, M. Philippe Vigouroux, à réinsuffler malgré tout une participation médicale plus forte dans un peu tous les domaines de décision de la vie hospitalière du CHU. Le deuxième grand volet qu'on essaye de défendre, c'est que les praticiens se sentent bien dans leur travail. Vous savez qu'on parle beaucoup de sentiments un peu de burn-out, c'est le mot à la mode pour parler un petit peu de la lassitude, voire de la dépression que certaines personnes ressentent dans l'exercice de leurs fonctions. C'est quelque chose auquel on essaye d'être attentif, à la fois en prévention surtout, mais aussi en traitant les problèmes lorsqu'ils sont, je dirais, au premier plan. Et puis, si je devais donner une autre troisième thématique, mais il y en a beaucoup, c'est de participer à l'évolution structurelle de l'hôpital de demain, parce que l'hôpital doit s'adapter à de nouvelles évolutions, la médecine de plus en plus ambulatoire, c'est-à-dire avec moins de nuits passées à l'hôpital, le développement de techniques, je dirais, nouvelles, et finalement un recentrage de l'hôpital sur des activités de haute technologie qui se développent de plus en plus. Tout ça amène à profiler ce qu'on appelle un schéma directeur immobilier pour les années à venir, qui modifiera assez largement la physionomie de l'hôpital que l'on connaît actuellement. Est-ce qu'il y a des restrictions économiques ? Comment les vivez-vous ? Quelles sont vos contraintes de gestion ? Parce que je pense qu'il y a des contraintes quand même. Oui, il y a des contraintes. Nous avons effectivement, je dirais, chaque année plus de personnes qui viennent à l'hôpital, chaque année des personnes souvent plus âgées, puisque l'espérance de vie corollaire, on va dire, du bon état de santé des gens augmente régulièrement. Mais nous avons, nous, à l'hôpital public, de plus en plus de personnes âgées polypathologiques qui viennent. Nous avons également des maladies qui connaissent des traitements innovants qui sont de plus en plus chers, en particulier dans le domaine du cancer. Et donc effectivement, les besoins sont croissants, mais les enveloppes budgétaires qui nous sont dévolues, et c'est au niveau national, sont contraintes, puisque chaque année, l'Assemblée nationale vote, on va dire, l'augmentation des budgets de la santé, qui s'avère régulièrement inférieure aux besoins. Donc la première des choses qui est à faire, c'est les réorganisations, parce que ça, bien entendu, que avant de toucher, je dirais, à la qualité qu'il ne faut pas altérer, il faut avant tout essayer de voir si on ne peut pas gagner, on va dire, en termes économiques avec une meilleure organisation des soins. C'est la tâche prioritaire. Et puis après, nous avons des injonctions, on va dire, ministérielles, qui sont de réduire le nombre de lits d'hospitalisation pour développer de plus en plus la chirurgie et maintenant même la médecine qu'on appelle ambulatoire. J'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est-à-dire
c'est-à-dire de venir le matin, de repartir le soir, de ne pas dormir à l'hôpital. C'est des modifications d'organisation qui permettent effectivement de faire des économies, puisqu'on n'a plus de personnel de nuit et de week-end à avoir dans les secteurs concernés. Mais néanmoins, vous le comprenez, c'est des modifications d'organisation très importantes, à savoir organiser des blocs opératoires pour permettre ce style de prise en charge, nécessite des compétences à la fois des médecins et des différents corps de métier, des infirmières, des aides-soignantes et de tous les personnels, tout à fait différents. Et il y a forcément une petite réticence au changement au début, comme c'est légitime dans n'importe quel corps professionnel. Et puis après, réellement, une adaptation à de nouveaux modes de travail. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum, de façon à ce qu'effectivement, tout ce qui concerne la prise en charge du patient soit la moins touchée possible. On a encore la chance, heureusement en France, qui n'est pas le cas dans tous les pays, y compris industrialisés, de pouvoir donner, encore aujourd'hui, le meilleur médicament pour le patient donné devant telle pathologie. On essaye aussi de développer ce qu'on appelle la pertinence des soins, c'est-à-dire, ce qui est le plus logique, de savoir effectivement ne pas traiter par excès, parce qu'il y a parfois des traitements qui sont inutiles, ne pas faire d'examen complémentaire à l'excès, mais on va dire toujours avoir l'attitude la plus juste, la plus adéquate, la plus étayée par les preuves, pour éviter effectivement des dérives indues. Mais il n'est bien entendu hors de question de ne pas avoir l'attitude qui nous semble la plus adaptée par rapport à un patient donné. On en est là actuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas altéré la qualité des soins, on n'a pas limité, on va dire, l'accès aux molécules ou aux examens, mais on a profondément remanié les modalités d'organisation et tenté de diminuer les prescriptions inutiles, ce qui en soi a déjà été un gros bouleversement. Ceci dit, on est un petit peu maintenant, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, à l'os par rapport à ces restrictions, et on souhaite quand même qu'il y ait une certaine pause, on va dire, dans les baisses de dotation concernant le budget de la santé. Vous avez parlé d'organisation, est-ce que vous pouvez nous parler de la réorganisation entre Pellegrin et Sud ? Oui, alors effectivement, actuellement le centre hospitalier de Bordeaux est composé de 3 sites hospitaliers principaux. Le groupe hospitalier Saint-André et le centre Jean Abadie qui est annexé, qui s'occupe lui des adolescents, l'hôpital Saint-André étant polydisciplinaire, le groupe hospitalier Pellegrin et le groupe hospitalier Sud. On envisage donc pour à moyen terme, à partir de 2020 en gros, que l'activité d'hospitalisation traditionnelle ne soit présente que sur l'hôpital Pellegrin et sur l'hôpital Sud, qui seront donc les 2 grands pôles du futur CHU de Bordeaux. Et nous souhaitons que l'hôpital Saint-André n'ait plus de lit d'hospitalisation traditionnelle, mais soit une maison de santé universitaire d'ailleurs, puisqu'on reste toujours CHU, dotée de consultations, les unes programmées, les autres non programmées, pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles, ouverte sur la ville, en particulier aux horaires où il est difficile pour les patients d'avoir éventuellement un contact avec la médecine libérale. Ça veut dire assez tard la nuit, ça veut dire le week-end, ça veut dire les jours fériés, et qui soit en lien donc avec les structures hospitalières si on a besoin de recours derrière. Et on souhaite également que cette maison de santé puisse s'adosser à des structures ouverte sur la ville de type prévention. C'est devenu maintenant la prévention des maladies, un thème que les hôpitaux doivent prendre en charge. D'ailleurs, il y a une stratégie nationale de santé définie par le ministère qui est en place et qui donne la prévention comme une priorité, y compris dans les hôpitaux. On cherche à ce qu'il y ait également des relations plus fortes avec les associations de patients qui pourraient parfaitement être représentées dans cette structure. Et on cherche aussi à avoir des relations avec des associations non hospitalières qui travaillent déjà dans le domaine du soin, des associations qui s'occupent de l'addictologie, des associations qui s'occupent de la précarité, des associations qui s'occupent de la vaccination, etc., pour essayer de monter une maison de santé ouverte sur l'extérieur, ouverte aux patients et qui puisse être la plus accueillante possible et être malgré tout aussi une espèce de tête de pont du CHU dans le centre-ville de Bordeaux. Vous avez parlé de Saint-André, mais vous avez aussi cité Abadie, oui. Le centre d'hospitalisation des jeunes adolescents, oui, dirigé par le docteur Pombreau. Abadie, qu'est-ce que ça va devenir ? Alors, a priori, les projets sont qu'effectivement le centre Jean Abadie soit finalement cédé, soit vendu, pour parler clair, avec une réimplantation de toute cette structure de prise en charge de l'adolescent
qui serait couplée avec celle qui était déjà faite aussi en partie à l'hôpital Charles Perrins, qui a également une activité dans ce domaine-là. Et donc il y aurait un regroupement dans un hôpital régional de prise en charge de l'enfant et de l'adolescence, qui serait implanté à proximité de l'hôpital Pellegrin, et finalement entre l'hôpital Pellegrin et l'hôpital Charles Perrins, qui lui fait face. Donc il n'est pas question du tout d'abandonner cette prise en charge, mais il est question de la regrouper entre les deux structures hospitalières qui s'en occupent, enfants et adolescents, dans un environnement moderne, très ouvert sur la ville aussi, avec beaucoup d'ambulatoires justement pour cette jeune patientèle. Et ça, c'est pour quand ? Tout sera à peu près en même temps. C'est à partir de 2020, le calendrier précis n'est pas encore déterminé, puisqu'il est naturellement fonction des investissements qu'on pourra y mettre au fil du temps. C'est des investissements qui sont très lourds. Le CHU de Bordeaux a été classé premier établissement hospitalier français par le journal Le Point. Est-ce que vous avez été heureux de cette première place ? Naturellement, à partir du moment où ce classement existe, on préfère être en tête de liste. C'est un classement qui peut être discuté, évidemment. Comme tout classement, il est établi selon des critères qui peuvent être discutés par les uns ou par les autres. Bon, ceci dit, je dirais les critères sont les mêmes pour chaque hôpital. Et effectivement, ça fait plusieurs années que nous sommes en tête de liste. C'est la deuxième fois qu'on est premier. Et on est le plus souvent dans le trio de tête. Je pense qu'on doit principalement cette place au caractère très pluridisciplinaire qu'on a au CHU de Bordeaux, c'est-à-dire qu'on n'a pas de trou dans la prise en charge. On s'occupe aussi bien de la personne précaire qui a une pathologie courante que de l'enfant qui a un cancer rare et qui doit avoir une greffe de moelle, par exemple, pour une maladie de sang. On s'occupe aussi bien de la greffe cardiaque que finalement de la personne âgée qui a chuté dans la rue et qui a besoin d'une prothèse de hanche, et puis après d'un accompagnement gériatrique éventuellement en ville par une équipe mobile. Donc je veux dire, on a un panel de prise en charge très important qui fait que dans ce classement, finalement, on n'a pas de trou. Et je crois que cette grande ouverture et cette grande polyspécialité qu'on retrouve au CHU de Bordeaux, qui par ailleurs est exercée, je crois, avec qualité, nous permet de bien figurer dans ce classement. Alors maintenant qu'on est premier, il faut le rester, donc ça aussi c'est un challenge. Je vous remercie, professeur, d'avoir accordé à Radio CHU un peu de votre temps. Eh bien écoutez, moi je vous remercie pour votre accueil et je vous remercie vous pour le rôle que vous jouez auprès des patients et justement certainement la façon que vous avez de leur permettre de passer un meilleur temps à l'hôpital, qui est souvent une période quand même douloureuse dans la vie des gens. Merci, professeur. Merci. C'était Marie-Thérèse Audineau qui recevait sur Radio CHU le professeur Philippe Morla, qui exerce au CHU Saint-André en médecine interne et maladies infectieuses, président de la CME et avec Pierre à la technique. À bientôt sur Radio CHU.